Très heureuse de vous retrouver sur les antennes de la télévision nationale. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal dont voici le sommaire. Réforme de la commande publique. Le Premier ministre reçoit l'équipe de Télémo. Il est question d'évaluer l'état d'avancement du projet et ses acquis. La suite en début d'édition. Journée de l'enfant africain sous 16 juin, un hommage rendu aux écoliers tués il y a 50 ans en Afrique du Sud. Les échos également dans cette édition. D'ici la fin de ce journal, mesdames et messieurs, nous ferons un tour au royaume chérifien, précisément à Rabat où s'est déroulé le tout premier des 5 volets des essentiels des littératures africaines et diasporiques. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal que nous ouvrons par ces décrets. Décret des 2026-199 PRG-SGG portant promulgation de la loi ordinaire L 2026-13 CNT portant autorisation de ratification de l'accord de prêt entre la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et le gouvernement de la République de Guinée pour le financement partiel du projet de construction de 3 microcentrales hydroélectriques. Le président de la République, vu la Constitution, vu l'avis consultatif numéro 19 du 15 juin 2026 de la Cour suprême, décrète article 1er. Est promulguée la loi ordinaire L 2026-13 CNT portant autorisation de ratification de l'accord de prêt entre la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et le gouvernement de la République de Guinée pour le financement partiel du projet de construction de 3 microcentrales hydroélectriques de puissance totale de 27,6 MW signé le 10 novembre 2025 pour un montant de 95 163 000 €. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 16 juin 2026, signé le président Mamadi Doumbouya. Décret des 2026-201 PRG-SGG portant promulgation de la loi ordinaire L 2026-9 CNT. Le président de la République, vu la Constitution, vu l'avis numéro 12 du 16 avril 2026 de la Cour suprême, décrète article 1er. Est promulguée la loi ordinaire L 2026-9 CNT portant autorisation de ratification de l'accord de prêt concessionnel entre le gouvernement de la République de Guinée et la Banque d'import-export de Chine relatif à la réalisation du projet Guinea Safe City signé le 30 juin 2025, article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 16 juin 2026, signé le président Mamadi Doumbouya. Décret des 2026-203 PRG-SGG portant promulgation de la loi organique LO 2026-7 CNT portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de l'éducation civique et des droits humains. Le président de la République, vu la Constitution, vu l'avis consultatif numéro 14 du 17 avril 2026 de la Cour suprême, décrète article 1er. Est promulguée la loi organique LO 2026-7 CNT portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de l'éducation civique et des droits humains. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 16 juin 2026, signé le président Mamadi Doumbouya. Décret des 2026-205 PRG-SGG portant déclaration de projet d'intérêt national pour la construction d'un réservoir d'eau pour l'alimentation de la raffinerie d'alumine par la société SPIC International
Investment et Development Guinée dans la préfecture de Bofa. Le président de la République, vu la Constitution, décrète est déclaré projet d'intérêt national conformément aux dispositions de l'article L. 121-14 du Code de l'urbanisme. Le projet de construction d'un réservoir d'eau pour l'alimentation de la raffinerie d'Alumine qui sera réalisé par la société SPIC International Investment et Development Guinée dans la préfecture de Bofa. Le périmètre au sein duquel seront délimitées les emprises nécessaires à la réalisation des infrastructures, périmètre de l'opération est délimité par des coordonnées géographiques et le plan de masse annexé au présent décret qui en fait partie intégrante. La durée de validité du présent projet d'intérêt national est de 3 ans, renouvelable une seule fois, et ce à compter de sa date de signature. Les ministres des Mines et de la Géologie, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, des Transports, de l'Environnement et du Développement durable, de l'Administration du territoire et de la décentralisation, de la sécurité, de la protection civile, de la pêche et de l'économie maritime, de l'agriculture, de l'élevage, de l'énergie, de l'assainissement, de l'hydraulique et des hydrocarbures, des transports, des infrastructures, de la culture, du tourisme et de l'artisanat sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application correcte du présent décret. Article 9. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 16 juin 2026, signé le président Mamadi Doumbouya. Arrêté à 2026-326, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, CAB SGG portant rappel de diplomates. Le ministre, vu la Constitution, arrête. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont rappelés. 1. Monsieur Jean Touré, matricule 210 404 C. Premier conseiller chargé des affaires politiques à l'ambassade de la République de Guinée à Paris. 2. Monsieur James Thomas Macaulay, matricule 590 502 C. Le premier secrétaire chargé des affaires consulaires à l'ambassade de la République de Guinée à Paris. 3. Madame Mariama Diallo, matricule 275 203 J, attachée chargée des affaires financières à l'ambassade de la République de Guinée à Paris. Article 2. Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 16 juin 2026, signé Dr Morissanda Kouyaté, prix Nelson Mandela des Nations Unies, commandeur de l'Ordre national du Colatier. Arrêté à 2026-328, Maège CAB SGG portant nomination de cadre. Le ministre, vu la Constitution, arrête. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions suivantes à l'ambassade de la République de Guinée à Paris. 1. Monsieur Honoré Pierre Loi, premier conseiller chargé des affaires politiques, précédemment premier conseiller chargé des affaires politiques à l'ambassade de la République de Guinée à Genève. 2. Monsieur Bernard Katambadouno, deuxième conseiller chargé de la logistique. 3. Monsieur Ali Keïta, deuxième conseiller chargé de la communication et des relations publiques, précédemment correspondant de la RTG pour la zone Europe. 4. Monsieur Mori Konaté, premier secrétaire chargé du protocole, précédemment chef service visite officielle à la direction générale du protocole au Maège. 5. Monsieur Mamadi Touré, premier conseiller chargé des affaires consulaires, précédemment consultant international.
6. Monsieur Mamadouba Kamara, deuxième secrétaire protocole adjoint. 7. Madame Roudiatou Kamara, attachée d'ambassade. Article 2. Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 16 juin 2026, signé Dr Morissanda Kouyaté, prix Nelson Mandela des Nations Unies, commandeur de l'ordre national du Colatier. Je vous le disais donc au sommaire, la modernisation de la commande publique se poursuit en Guinée. Le Premier ministre Amadou Ouriba a reçu le comité de pilotage de Télémo, le système intégré des marchés publics. Cette 8e session a permis d'évaluer l'état d'avancement du projet, aussi présenter les acquis enregistrés avant de confirmer son entrée en exploitation officielle prévue le 1er juillet prochain. Ousmane Bangora pour en savoir plus. Au cœur de la stratégie de transformation numérique de l'administration, Télémo s'inscrit parmi les réformes structurantes engagées par l'État. Devant le Premier ministre, les responsables du projet font le point sur les progrès réalisés dans le déploiement de cette plateforme destinée à dématérialiser les procédures de passation des marchés publics et en a amélioré la gestion. Télémo est l'unique guichet de la commande publique. Aucun ministère sectoriel, aucune autorité contractante ne pourra souscrire à un marché public sans passer par la plateforme Télémo. Et donc, il devient irréversible, il devient totalement imperméable de donner la possibilité à une autorité contractante de passer une commande en dehors de Télémo, en dehors de e-procurement, en dehors de la plateforme de passation des marchés publics. Et donc, que chacun puisse se mettre à jour pour jouer sa partition sur la plateforme Télémo, qui est l'unique guide et l'unique plateforme de passation des marchés. Autrement dit, ne viendra pas à la passation celui qui n'est pas sur la plateforme Télémo, qui devient donc irréversible pour l'État guinéen, telle que la volonté de M. le Président, telle que la volonté également de l'ensemble du gouvernement pour une Guinée tendant vers des pratiques plus standardisées à l'image des pays de la sous-région et à l'image aussi d'autres pays qui prennent la bonne gouvernance, la bonne pratique et avec un outil fédérateur qui est à l'avantage de l'ensemble de la population, puisque in fine, c'est des économies qui sont réalisées, c'est l'inclusion, c'est la transparence et c'est une modernisation de la gestion de nos finances publiques et qui va donc nous permettre d'avoir un climat des affaires totalement assaini pour une attractivité des investisseurs dans notre pays. À travers cette plateforme, les autorités entendent promouvoir davantage de transparence, d'efficacité et d'équité dans la commande publique. Plus de 200 entreprises privées sont déjà enregistrées sur le système, tandis que plusieurs services déconcentrés poursuivent leur intégration au dispositif. À l'approche de son lancement officiel, Télémo apparaît comme un levier majeur de modernisation de l'action publique. Cette réforme vise à renforcer la gouvernance des marchés publics, à consolider la confiance des acteurs économiques et à contribuer à l'amélioration durable du climat des affaires en Guinée. Les 48 heures de la femme guinéenne, la 3e édition a tenu toutes ses promesses. Organisée par l'ONG Force des Femmes, l'événement a mis l'accent sur le partage d'expériences des femmes guinéennes d'ici et de la diaspora. À la suite avec Abdul Karim Kamara. Après plusieurs mois d'apprentissage, ces jeunes filles et femmes sont désormais des professionnels en conduite d'engins lourds, notamment la chargeuse. Une formation initiée par Force des Femmes à travers son programme de formation et d'employabilité des femmes au compte de Simandou 2040. La consécration de ces 25 femmes coïncide avec la 3e édition des 48 heures de la femme. Cette année, l'événement se veut un espace d'inspiration pour celles qui hésitent encore à se construire. Mes sincères remerciements au président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, qui a dédié son mandat aux femmes. Depuis sa première édition, les 48 heures de la femme en Guinée,
Chaque édition a produit des recommandations, forgé des alliances et surtout démontré que les femmes guinéennes, qu'elles soient à Conakry, à Labé, à Zénkoré ou à Paris, Bruxelles ou Montréal, partagent une même aspiration fondamentale. L'acte 3 des 48 heures de la femme porte sur le thème Femmes de la diaspora, retour, intégration, action. Pour l'occasion, des femmes guinéennes ayant construit leur vie ailleurs sont invitées pour animer des panels, une manière de connecter la diaspora au pays d'origine. Franchement, c'est toujours bien de valoriser la femme, de propulser la femme à un rang qu'elle mérite, donc de savoir que les femmes ont autant de droits que les hommes, ça fait toujours plaisir et ça me fait plaisir, moi, de faire partie de ça. Dans la salle, plusieurs femmes entrepreneurs sont édifiées sur des sujets comme entrepreneuriat et investissement ou encore emploi et intégration professionnelle. Le développement de la Guinée doit être un développement inclusif, un développement où aucune femme ne doit être laissée pour compte. Un développement où la femme guinéenne, qu'elle vive sur le territoire national ou pas, trouve toute sa place. Chères femmes de la diaspora, la Guinée qui vous a vu partir avec des rêves est prête à vous accueillir avec vos réussites. Tous les actes que nous posons est toujours bien récompensé. Soyez audacieuses, formez-vous, tirez les autres, parlez du bien, pensez du bien. Soyez des croyants et je vous jure que la clé de la réussite viendra à vous. Ces 48 heures consacrées à la femme sont aussi ponctuées par des activités caritatives, le tourisme, les prestations artistiques, le tout taillé sur la formation de la gente féminine comme levier indispensable pour l'autonomisation économique. Je vous le disais au sommaire, la Guinée célèbre ce 16 juin la journée de l'enfant africain. Un hommage rendu aux écoliers tués en Afrique du Sud il y a 50 ans. La cérémonie intervient dans le cadre du mois de l'enfant. Alkali Kobele Keïta, Mohamed de Camara. Le 16 juin 1976 est une date que l'Afrique tout entière garde encore en mémoire. Il y a 50 ans maintenant, des écoliers noirs ont été massacrés à Soweto, en Afrique du Sud, suite à la revendication de leurs droits à une éducation de qualité. En Guinée, la célébration de cette date historique rentre dans le cadre du mois de l'enfant, mois dédié aux enfants guinéens. Le thème choisi pour cette année par l'Union africaine est « Garantir l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour chaque enfant en Afrique ». L'accès à l'eau, l'hygiène et à l'assainissement n'est pas un privilège. C'est un droit humain fondamental inscrit dans la Convention relative aux droits de l'enfant ainsi que dans la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Face à cette urgence, le Parlement des enfants de Guinée demande des actions immédiates et concrètes. À cet effet, nous sollicitons de l'eau potable dans chaque école ainsi que des toilettes dignes et séparées. Le ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités, appuyé par les partenaires techniques et financiers, mène des stratégies nécessaires pour le bien-être des enfants guinéens. Nous soutenons le leadership du gouvernement de la République de Guinée, qui place les droits des enfants au cœur des politiques publiques, ainsi que de l'engagement des collectivités locales, de la société civile, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers qui œuvrent chaque jour pour bâtir un avenir meilleur pour chaque enfant. Chaque enfant qui grandit dans la dignité représente une promesse d'avenir pour notre nation. Chaque enfant qui accède à l'eau potable, qui apprend dans un environnement sain et qui bénéficie d'une protection adaptée devient un citoyen capable de contribuer au développement de son pays. Parler d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement, c'est parler de bien plus que d'infrastructures. C'est parler de santé, c'est parler d'éducation, c'est parler d'égalité des chances, c'est parler de dignité humaine, c'est parler surtout de la vie. Autre moment fort de cette cérémonie, c'est la tenue de ce panel de haut niveau sur le thème de cette année. Des promesses ont été tenues pour la réalisation prochaine des milieux de points d'eau et des latrines en faveur de l'épanouissement des enfants guinéens.
Protection de la petite enfance. L'autorité de régulation des jeux passe à la vitesse supérieure. Elle interdit les paris sportifs et autres pratiques aux mineurs partout sur le territoire national. À travers un point de presse, la direction générale invite les chefs de famille et sociétés de jeux à la vigilance. Moussa Bangora pour en savoir plus. Dans sa mission régalienne d'encadrer, réguler et protéger le secteur des jeux, l'autorité de régulation du secteur des jeux et pratiques assimilées dans sa campagne « Joueurs responsables » hausse le ton contre certaines pratiques. À travers ce point de presse, invite a été faite à tous pour le retrait des mineurs dans les différents jeux, surtout en cette période de Coupe du Monde. Prenez le temps souvent de vérifier ce que les enfants font avec ce téléphone. Est-ce qu'il a installé un compte joueur dessus ou pas? C'est votre devoir de le faire. Sur les réseaux physiques, nous interdisons carrément aux opérateurs qui sont autorisés à ce jeu à ce que les mineurs puissent aller dans les kiosques et pouvoir payer un ticket de jeu. Que le mineur soit envoyé par un adulte ou pas, il ne doit pas s'approcher d'un kiosque, à plus forte raison avoir l'opportunité de payer un ticket de jeu. Les mineurs ne doivent pas être reçus dans les zones où vous faites de la vente. Donc nous en appelons à la responsabilité des opérateurs sur ce plan. En touchant directement les responsables des sociétés de jeux, revendeurs et parieurs, l'enjeu est de passer le message à tous les niveaux pour renforcer la vigilance afin de mettre fin à cette pratique en vue de protéger l'avenir des enfants. Que chacun veille à son niveau. Nous allons avoir une tolérance zéro en la matière pour les opérateurs ou les gens qui vont envoyer des mineurs dans les kiosques pour prendre des tickets. Tout revendeur, comme nous allons voir dans ça, et le revendeur et la société se verront infliger des sanctions à hauteur de l'acte. 156 est le numéro vert de l'institution. Avec cette campagne, joueurs responsables, des équipes seront déployées aussi sur le terrain pour veiller à l'application de ces différentes mesures. Renforcement de la gouvernance administrative et de la culture de résultats. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme franchit une nouvelle étape à travers la signature des contrats annuels de performance entre le ministre et les directeurs généraux et nationaux. Le département entend traduire en actions concrètes les orientations définies par les plus hautes autorités du pays. On fait le point avec Aboubakar Ami Kamara et Karnoyoun Saba. Suite à la lettre de mission adressée par la primature aux différents ministères de la République, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a organisé une réunion de cabinet marquée par la signature des contrats annuels de performance entre le ministre et l'ensemble des directeurs généraux et nationaux. Par cet acte, les responsables du département s'engagent à mettre en œuvre leurs missions conformément aux orientations des autorités afin d'atteindre les objectifs fixés. À travers cet acte, le centre s'engage, conformément à la politique du gouvernement en matière de formation judiciaire, à mettre en place tout ce qui est procédure de formation aussi bien continue, tout ce qui est procédure de formation initiale. C'est en fonction de ce contrat de performance et de la lettre de mission et du plan d'action opérationnel qu'il va travailler pour atteindre les objectifs déclinés dans la lettre de mission du département. Nous allons suivre les départements dans la mise en œuvre du plan d'action opérationnel, dans l'atteinte des objectifs. Le ministre de la Justice, Ibrahim Serdou Tounkara, a invité les directeurs et cadres sectoriels à faire preuve de professionnalisme et de rigueur dans l'exécution de leurs missions. Le mois passé, on a reçu à la primature, c'est-à-dire l'ensemble des départements ministériels, les lettres de mission dans lesquelles sont assignées les différentes missions de l'ensemble des ministères. Au vu de cela que nous également, nous avons procédé à l'interne à faire des contrats de performance. Donc c'est ce qu'on vient de remettre aujourd'hui à nos cadres. À travers ces contrats de performance, les missions de chaque direction sont définies à l'intérieur et nous attendons que ces missions soient accomplies dans les meilleures conditions. La signature des contrats de performance constitue un engagement qui oblige les responsables
à renforcer l'efficacité et la qualité des services. À cette occasion, chaque directeur a réaffirmé sa volonté de travailler avec responsabilité, rigueur et esprit de résultat. Dans un autre registre, après l'étape de la deuxième région militaire de la baie, la mission de contrôle et d'inspection des forces de défense et de sécurité se poursuit dans la première région militaire, de la portion de Kindia aux unités de gendarmerie, en passant par les compagnies d'infanterie de Madinaoula et l'INSAN. L'inspecteur général des forces armées, le général de brigade Sena Kamara, passe au peigne fin les réalités du terrain. Des précisions dans ce reportage de l'adjudant Abdul Kader Kamara, correspondant de la presse militaire. Après l'étape de la deuxième région militaire de l'Abbé, la mission de contrôle et d'inspection des forces de défense et de sécurité se poursuit dans la première région militaire de Kindia. C'est au cours du traditionnel rassemblement solennel des forces de défense et de sécurité que l'émissaire de la hiérarchie est accueilli. L'inspecteur général a ensuite mis le cap sur les installations des troupes d'infanterie et les unités de gendarmerie de la commune urbaine. La mission s'est également rendue auprès des compagnies d'infanterie de Madinaoula et l'INSAN, en passant par le détachement de Sougeta, les points d'appui de Bébé et Kolaouré, ainsi que le site stratégique du barrage hydroélectrique de Garafiri. Sur place, le général de brigade Sena Kamara a pu constater au plus près les réalités du terrain et le quotidien de chaque unité. Nous sommes dans une sous-région caractérisée par le défi croissant de sécurité. Et face à cela, je vous invite à cultiver davantage la complémentarité, l'efficacité, la disponibilité au sein des forces de défense et de sécurité. Et dans le même élan, j'invite le commandement militaire à se concentrer sur la stratégie amorcée par notre cher président. En cela, vous aurez accompli votre mission régalienne. Cette mission d'envergure nationale est vivement saluée tant par les populations riveraines que par le personnel des forces armées implanté dans ces localités stratégiques. Si l'inspecteur général des forces armées sort pour contrôler les conditions de vie et de travail des hommes, ça permet aux commandants d'unité de veiller sur le personnel, connaître ce qui se passe dans les unités. Je trouve ça comme une excellente initiative qui doit continuer. Cette démarche vise à s'enquérir directement des conditions de vie des hommes en uniforme. L'objectif final reste d'assurer une sécurité constante et efficace des populations et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Une mission d'inspection menée conformément aux instructions fermes du président de la République, chef suprême des armées, Mamadi Doumbouya. Et comme invité de ce journal, mesdames et messieurs, nous recevons M. Ousmane Gawal Diallo, ministre des Transports, porte-parole du gouvernement. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau du journal télévisé de la RTG. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à l'actualité du côté de Siguiri. Pourquoi le gouvernement intervient-il aujourd'hui dans cette préfecture? D'abord, vous vous souviendrez que le 13 mars dernier, le gouvernement, à travers le ministère de l'administration du territoire, le ministère du mine et de la géologie, le ministère de l'environnement, ont signé une déclaration, un communiqué interdisant l'utilisation des engins dans les exploitations artisanales de l'or à Siguiri et dans la région. Et donc, on a constaté aujourd'hui que cette interdiction n'a pas fait l'objet de suivi sur le terrain. C'est là, par des inspections qui ont été diligentées par tous ces ministères qui sont allés sur le terrain et qui ont constaté que les bulldozers, les excavatrices et autres engins mécanisés continuaient à travailler comme si cette interdiction formelle qui avait été émise n'avait pas eu lieu. Et donc, face à cette situation, le gouvernement était donc dans l'obligation d'agir pour faire respecter à la fois la loi et préserver l'autorité de l'État. Mais pourquoi déjà avoir interdit l'utilisation des engins dans l'exploitation artisanale de l'or? Elle vise d'abord à protéger l'environnement, à protéger aussi les populations et à rappeler
que l'exploitation de l'or dans notre pays obéit à des règles et à des mécanismes. Et donc l'utilisation incontrôlée de ces engins dans ces exploitations artisanales, elle provoque à la fois la destruction de nos terres agricoles, la dégradation des cours d'eau. Plusieurs vidéos amateurs ont apporté des éclaircissements de ce domaine-là, ont apporté des preuves de ces pollutions immenses dans cette région-là. Et donc elle favorise aussi l'exploitation anarchique et le non-respect des règles qui sont établies par le gouvernement. Et le gouvernement donc a le devoir de protéger les ressources naturelles du pays. C'est un engagement du chef de l'État et de garantir une exploitation minière responsable et qui préserve les ressources, les autres ressources, l'agriculture, l'élevage, les cours d'eau pour les générations futures. D'accord, et ça se voit clairement parce que tout à l'heure vous avez évoqué la question environnementale et parmi en tout cas ces cadres qui ont été entre griffes sanctionnés ou remerciés, il y a pas mal qui sont justement du ministère de l'Environnement et le préfet même a été révoqué. Pourquoi toutes ces mesures? Les inspections, comme je l'ai dit, qui ont été menées sur le terrain, à la fois par le ministère de l'Administration du Territoire, le ministère des Mines et de la Géologie, le ministère de l'Environnement, chacun en ce qui lui concerne, ont mené des inspections et cela a mis en évidence la défaillance grave dans l'application de l'instruction gouvernementale. Le communiqué du 13 mars 2026 était clair. Son exécution relevait donc de la responsabilité des services compétents de l'administration du territoire, des mines, de l'environnement, ainsi que des éléments des forces de défense et de sécurité. Et lorsque les décisions de l'État ne sont pas appliquées et que des manquements sont constatés, le gouvernement en tire les conséquences et donc la révocation prononcée, les révocations si je peux te dire, parce que ça touche tous ces départements, constituent donc des mesures de responsabilité administrative qui sont fondées sur les conclusions préliminaires des inspections qui sont réalisées sur le terrain. D'accord, et justement aujourd'hui avec toutes ces sanctions et toutes ces mesures prises, quel message justement le gouvernement adresse aujourd'hui aux autorités administratives, aux acteurs miniers et même aux populations à travers justement ces mesures? Les mesures prises à ce stade sont des mesures de conservation. Elles sont destinées à garantir d'abord le fonctionnement de l'administration et à permettre la poursuite des investigations plus approfondies. Ces enquêtes, elles se poursuivent pour établir avec précision les responsabilités individuelles et institutionnelles et permettre de constater les manquements et que les conclusions soient tirées. Le gouvernement donc travaille dans ce sens-là et on permet à chaque acteur de travailler et aussi il nous rappelle que l'exploitation de l'or, l'exploitation d'une façon générale des ressources naturelles sont encadrées par des lois et que chaque acteur doit être concerné. Et donc ces mesures, il faut le rappeler, visent aussi les exploitations anarchiques et illégales qui sont opérées dans ce territoire. D'accord. Et justement, Monsieur le ministre, je sais qu'il y a tant à dire. Malheureusement, ce programme il est un peu spécial. Peut-être que vous avez un message particulier avant de vous libérer? Contrairement à ce qui se dit également, le gouvernement ne vise pas à interdire l'exploitation traditionnelle où les artisans travaillent. Le gouvernement reconnaît l'importance de ces mesures économiques et sociales de l'exploitation traditionnelle et artisanale de l'or, mais l'objectif est de mettre fin aux pratiques illégales qui dénaturent à la fois cette activité et qui causent des dommages assez considérables à l'environnement et aux communautés locales. Donc le gouvernement demeure donc engagé à faire en sorte que tout ceci soit encadré par des lois et pour notre pays. Et c'est important que les populations sentent que le président de la République a fait du respect de l'autorité de l'État, de la protection de l'environnement et de la bonne gouvernance des ressources naturelles une priorité nationale. Et c'est important que ce message soit su. Le gouvernement donc sera ferme dans l'application des lois et du règlement en République de Guinée. Il n'y aura donc ni complaisance, ni négligence aux manquements et aux obligations de service. C'est aussi cette mesure, ces réactions qui permettent d'affirmer le retour d'un État qui préserve ses prérogatives et qui protège ses populations et les ressources naturelles. Il ne reste plus qu'à vous dire merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Mais voilà, téléspectateurs, c'était donc M. Ousmane Gawal Diallo, ministre des Transports, porte-parole du gouvernement, qui s'est donc prononcé sur l'actualité du côté de Siguiri. Dans l'actualité encore, la région de Boké s'apprête à entrer dans une nouvelle ère logistique et environnementale. Avec l'appui de la Banque africaine de développement, l'État guinéen finalise les études d'un port en eau profonde. Un seul objectif, maîtriser la chaîne d'exportation de la bauxite, réduire les coûts logistiques et limiter l'empreinte écologique. Souleymane Camara, Ousmane Camara. En Guinée,
La région de Bokeh, premier bassin minier du pays, vit un tournant décisif. Depuis 2015, elle mise gros sur la bauxite, mais les infrastructures peinent à suivre. Aujourd'hui, l'État, avec le soutien de la Banque africaine de développement, accélère sur un projet stratégique la construction d'un port polyvalent en eau profonde. Le coût de barging, c'est autour de 5 à 7 dollars la tonne. Donc, si on arrive à éliminer ça dans notre chaîne de valeur, ça veut dire que la bauxite guinéenne pourra encore se comporter très bien sur le marché et la valeur ajoutée en termes de recettes sera énorme parce qu'on aura vraiment réduit considérablement le coût logistique et c'est ce qui va augmenter significativement aussi les recettes de l'État. Un atelier de restitution des résultats de l'étude d'impact environnemental et social ainsi que du plan d'action de réinstallation pour le futur port de Bokeh a réuni le gouvernement guinéen, les bailleurs de fonds et la Banque africaine de développement. Sous le leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République, la Guinée a consolidé son schéma directeur des infrastructures connexes aux mines, qui se définit en 3 corridors stratégiques, nord-ouest, central et sud-ouest. La réalisation du port de Bottigny permettra de rationaliser les opérations, d'améliorer la compétitivité des entreprises, de réduire les coûts logistiques et de renforcer significativement les recettes de l'État, de faciliter les échanges et positionner la Guinée comme un hub logistique sous-régional. L'étude d'impact environnemental et social réalisée pour ce projet a permis d'examiner de manière approfondie les interactions entre les aménagements projetés et les composantes environnementales et sociales de la zone du projet. Je tiens également à rappeler que l'obtention d'une autorisation environnementale ne constitue pas une finalité en soi. Le véritable défi réside dans la mise en œuvre effective des engagements environnementaux et sociaux. Avec ce port en eau profonde, la Guinée attend ne plus subir son succès minier, mais plutôt le maîtriser. Tant sur le plan industriel qu'écologique, ce nouveau port promet de tout changer. Situé en eau profonde, il pourra accueillir directement des navires de 200 à 300 000 tonnes, une capacité bien supérieure à celle des installations actuelles, jusqu'ici très limitée. Lutte contre la pêche illicite. Les représentants de l'entreprise danoise Sternula ont été récemment reçus au Centre national de surveillance et de police de pêche. Cette entreprise scandinave contribuera à doter le pays d'outils de surveillance modernes et performants pour le contrôle maritime. Les détails avec Bakary Bakone. La lutte contre la pêche illicite, non déclarée et réglementée INN constitue un défi majeur pour la souveraineté économique de la Guinée. Pour contrôler efficacement l'intégralité de sa zone économique exclusive, le pays veut se doter des outils performants de contrôle. C'est dans ce contexte que les autorités du ministère de la Pêche, par le biais du Centre national de surveillance et de police de pêche CNSP, ont reçu les responsables de l'entreprise danoise Sternula. Il s'agit d'un éventuel partenariat qui ambitionne de transformer les méthodes de surveillance maritime guinéenne grâce à l'apport de technologies spatiales des dernières générations. We are world leading provider of AIS 2.0. C'est une nouvelle technologie qu'ils sont en train de vendre et qui est déjà présente au Japon, qui est présente au Mexique. Et ils sont venus en Guinée justement pour faire la promotion de cette nouvelle solution. L'entreprise Sternula se distingue par sa capacité à allier l'industrie spatiale aux besoins de l'économie maritime. Ainsi, cette future collaboration doit se reposer sur le déploiement de solutions satellitaires capables de suivre en temps réel et avec précision les mouvements des navires présents dans les eaux guinéennes. On aimerait justement pouvoir participer activement au projet Simandou, la vision opérationnelle et stratégique nationale, pour pouvoir, au travers de fonds d'investissement et d'exportation danois, pouvoir aussi partager et apporter des financements. Cette structure développe cette surveillance pour nous permettre
d'être quelque part dans notre bureau, d'être quelque part même dans nos différents téléphones pour pouvoir surveiller efficacement, pour toujours avoir des outils performants, très performants, qui nous permettent davantage à lutter contre la pêche INN. Plus tôt dans la journée, ils ont été reçus par le ministre de la Pêche. En ouvrant donc la voie à la nouvelle technologie, la Guinée ne veut plus se contenter de surveiller ses mers. Elle cherche à les sécuriser intelligemment. Et disons qu'après plusieurs heures d'inquiétude, le soulagement est finalement au rendez-vous à Conakry. Les 308 pèlerins guinéens du 21e convoi dont l'aéronef avait été contraint de se dérouter vers Bamako à la suite d'une défaillance technique sur l'un des réacteurs provoquée par une collision avec un oiseau sont rentrés sains et saufs ce matin au pays. N'est-ce pas Marwan Kamara? Il est 2 h du matin lorsque l'aéronef transportant les 308 pèlerins guinéens du 21e convoi a atterri à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Quelques heures plus tôt, l'appareil avait été dérouté vers la capitale malienne, Bamako, après la détection d'une défaillance technique sur l'un de ses réacteurs. Une défaillance consécutive à une collision avec un oiseau. Une situation qui a suscité l'inquiétude des familles, mais qui a été gérée avec professionnalisme par l'équipage et les équipes techniques. Quand l'acte s'est produit, je me suis approché à l'équipage. Je les ai demandé qu'est-ce qui ne va pas. Ils m'ont dit que nous avons eu des pannes. De faire tout possible de sensibiliser nos pèlerins. Je me suis mis à les sensibiliser. Donc, nous les avons sensibilisés jusqu'à nous avons cherché là où il faut s'atterrir. Le point était le Mali. Nous avons atterri dès notre atterrissage. L'autorité malienne se sont mis à notre disposition. Il y a eu une charge psychologique vraiment, qui nous a vraiment soulagés. Je ne peux pas dire que ça nous a fait oublier complètement ce qui s'est passé, mais vraiment ça a joué un grand rôle dans ce qu'on a eu comme incident. Cette arrivée met ainsi un terme à une situation qui aura mobilisé l'attention des autorités et les familles, heureuses de voir les pèlerins retourner au Bercail en toute sécurité. Depuis l'événement, le président nous a instruit de prendre toutes les dispositions pour que ces pèlerins soient bien sécurisés, bien encadrés, bien logés et bien restaurés. Et cela a fut fait pendant leur séjour au Mali. Et le président m'a chargé d'exprimer sa gratitude et remerciement à l'autorité malienne. Cet incident se termine par des sourires et des larmes de joie. Les pèlerins du 21e convoi retournent désormais chez eux au bout de la nuit. Ils ramènent avec eux les bénédictions de la Terre Sainte et le sourire impérissable d'un voyage qu'ils ne risquent pas d'oublier. Bon retour donc à ces pèlerins qui ont été éprouvés. Nous poursuivons ce journal. Le ministère de l'Économie, des Finances et du Budget, à travers le Centre de formation en finances publiques, poursuit sa dynamique de renforcement des capacités de ses cadres. Plus d'une soixantaine de contrôleurs financiers bénéficient d'une formation en informatique. Le ministre du Plan et de la Coopération internationale a récemment rendu visite à ses auditeurs afin de s'enquérir du déroulement des différentes séances. Les précisions avec Saalou Yombono. Au centre de formation en finances publiques, la remise à niveau reste de mise. En témoigne ce passage du ministre du Plan de la Coopération internationale et du Développement pour échanger avec les auditeurs en finances publiques qui suivent depuis quelques jours une formation en informatique. Une initiative qui s'inscrit dans la vision des autorités de moderniser l'administration publique et de renforcer les compétences des agents de l'État. Tu peux avoir des milliards en banque, mais si tu n'as pas la formation, ça ne veut rien dire. Je suis engagé auprès de mes collègues de l'éducation pour vraiment porter ce message de capital humain. Sans ça, on peut aller nulle part. Donc imaginez, quand on parle du projet Simandou, 25% des revenus doivent être intégrés dans le capital humain. Depuis quelques années, le ministère de l'Économie, des Finances et du Budget a engagé de vastes réformes destinées à améliorer les performances de ses cadres.
Après une immersion linguistique en anglais en Sierra Leone et plusieurs stages au sein de l'administration guinéenne, les auditeurs du Centre de formation en finances publiques se disent désormais mieux préparés à relever les défis de la gestion des finances publiques en Guinée. Cette promotion est une promotion déjà prête à l'emploi. Monsieur le ministre, nul connaît aujourd'hui la valeur de Simandou 2040 plus que vous. Vous êtes le premier communicant du Simandou 2040 à travers le monde. Toutes les confidences, toutes les grandes rencontres vous animez. Aujourd'hui, vous aviez des cadres de pôle financier prêts à l'emploi pour faire la promotion de l'élite guinéenne. À travers ces programmes de remise à niveau continu, le gouvernement entend bâtir une administration publique plus performante, capable de répondre aux exigences de la modernisation de l'État et de soutenir efficacement les ambitions de développement de la Guinée. Renforcer la qualité de l'enseignement supérieur à travers la recherche et la pédagogie. Tel est l'enjeu du colloque international qui s'est ouvert ce matin à Conakry. Pendant 3 jours, les experts de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée et ceux de l'Institut de pédagogie universitaire de Bamako uniront leur savoir pour harmoniser les pratiques éducatives. Noumoussou Diakité, Mamadou Saliouba. C'est une synergie nouvelle entre 2 institutions phares de l'éducation en Afrique de l'Ouest. À l'ISEC de Conakry, l'ambiance est aux anges constructifs. Pendant 72 heures, enseignants-chercheurs et experts en pédagogie venus de Guinée et du Mali se penchent sur les défis de la formation universitaire moderne. On est d'avance rassuré que ce colloque va produire des recommandations qui vont aider à améliorer la situation de l'éducation dans nos pays. Donc ce qui nous a amené à formuler ce thème en disant comment le numérique peut aider à comprendre les phénomènes de crise, l'origine des crises, les causes de crise et explorer les pistes de solutions pour résorber les crises que vit le système éducatif. Ce colloque peut changer beaucoup de choses. La manière d'enseigner, ça joue sur ça. La perception que les gens ont de l'enseignement, ça change sur ça, ça peut impacter sur ça. Et au-delà de tout cela, ça peut impacter sur les politiques de gouvernance et les politiques éducatives au niveau du pays. L'objectif est clair, transformer les méthodes d'enseignement pour mieux répondre aux réalités du marché de l'emploi et aux exigences du numérique. Entre l'ISEC de Conakry et l'IPU de Bamako, il s'agit de bâtir un socle commun de compétences. Ces 2 institutions permettent aux chercheurs guinéens et maliens, mais également d'autres pays africains, parce que j'avoue qu'il y a 10 pays africains qui sont représentés au sein de ce colloque, de venir en fait partager un peu leur production scientifique. Au menu de ces 3 jours de travaux, ateliers techniques et réflexions sur la gouvernance des universités. Au-delà des discours, les organisateurs veulent aboutir à des recommandations concrètes qui faciliteront la mobilité des savoirs entre Conakry et Bamako. États généraux régionaux de l'assainissement et de la salubrité publique. C'est au tour de la ville de Kankan d'abriter cette assemblée avec à la clé la remise des camions flambant neufs. Ces activités pilotées par l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique mobilisent les acteurs clés de la région. L'objectif est clair, mettre en place des mécanismes nécessaires portés sur la promotion de l'hygiène publique. Aboubakar Diaby, Moussa Bangora. À Kankan, la tenue des États généraux régionaux de l'assainissement et de la salubrité publique suscite un vif enthousiasme chez tous les acteurs clés de la vie administrative locale. Autour de cette table, ces participants se penchent sur les mécanismes innovants afin de répondre aux défis importants liés à la professionnalisation de l'assainissement. Dans le Nabaya, la tenue des présents États généraux répond à cette nécessité. Elle traduit la volonté des autorités de créer un cadre de concertation permettant à l'ensemble des parties prenantes de faire un diagnostic objectif de la situation actuelle. Obligatoirement, nous devons être interpellés et nous devrons changer de comportement, avoir la conscience d'assainir, de vivre un esprit sain dans un corps sain. Donc acceptons
d'adhérer à ce projet. Ce conclave constitue une circonstance favorable pour énumérer toutes les difficultés rencontrées dans la gestion des ordures à Cancan. La remise de cet important lot d'équipements d'assainissement, notamment ces engins roulants, à savoir un hydrocureur et un lève-conteneur, vient ainsi répondre aux besoins spécifiques de la salubrité publique. Le président, à travers le ministre de l'assainissement et de la salubrité publique, a en plus des 2 camions donné des kits d'assainissement pour procéder à l'assainissement intégral de l'ensemble des agglomérations de cette belle région. Le message qui accompagne, c'est un message d'encouragement et un message de prise de conscience collective aujourd'hui par rapport à la question de salubrité publique. Ici, les recommandations stratégiques sont formulées pour booster constamment l'hygiène et la santé publique au niveau local. Le ministère de l'assainissement, d'hydraulique et des hydrocarbures, à travers son maillon essentiel, l'ANASP, compte toucher les communautés de l'arrière-pays pour cultiver l'esprit de propriété et la bonne gestion des ordures en Guinée. Direction le royaume chérifien, plus précisément dans la ville Lumière. Là-bas s'est déroulé récemment le tout premier colloque des essentiels des littératures africaines et diasporiques, une initiative de la chaire des littératures et des arts africains de Rabat qui va déboucher sur la construction d'une bibliothèque essentielle. Cette bibliothèque qui va contenir la mémoire collective du continent sera logée dans la Maison des Mondes du Livre construite à l'occasion de Rabat, capitale mondiale du livre 2026 de l'UNESCO. Ousmane Ba et Alia Alamabangora sont nos envoyés spéciaux. Le développement communautaire et la participation citoyenne en faveur de la paix, de la cohésion sociale et le vivre ensemble constituent aujourd'hui l'un des axes prioritaires de la 5e République. Pour accompagner cet idéal, la coalition des jeunes médiateurs et ambassadeurs de la paix et de l'émergence chez JIMAP a organisé à Kamsar le premier volet de son programme de formation intitulé « Leadership citoyen et consolidation de la paix pour une Guinée unie et solidaire ». Pendant 3 jours, des élèves, des enseignants ainsi que des jeunes leaders de la localité ont participé avec un vif intérêt à cet atelier de renforcement des capacités. Il faut savoir que cette formation s'inscrit dans le cadre du lancement de notre programme, notre projet qui est devenu aujourd'hui un programme à la fois éducatif et communautaire et qui est axé sur la promotion de la citoyenneté, l'éducation à la culture de paix, à la non-violence, au vivre ensemble et à l'unité nationale. À l'issue de la formation, une cérémonie de clôture a été organisée afin de féliciter les participants et de remercier de nombreuses personnalités. Ça nous a tous permis de changer nos idéologies, nos perspectives en vue de la résolution d'un conflit. I hope you can have trouvé cet atelier non seulement intéressant, mais aussi pertinent et qui vient répondre à nos aspirations pour Kamsar, pour nos communautés et même pour la Guinée. Pour sa toute première initiative à Kamsar, la CJMAP a déjà marqué les esprits dans la sous-préfecture. Son passage à Kawas, empreint d'émotion et de convivialité, ainsi que ses visites de courtoisie auprès de notables bagas et des autorités locales ont mis en valeur les recherches culturelles de la région tout en véhiculant un message fort de paix, d'unité nationale et de vivre ensemble. Direction le royaume chérifien, plus précisément dans la ville Lumière. Là-bas s'est déroulé récemment le tout premier colloque des essentiels des littératures africaines et diasporiques, une initiative de la chaire des littératures et des arts africains de Rabat qui va déboucher sur la construction d'une bibliothèque essentielle. Cette bibliothèque qui va contenir la mémoire collective du continent sera logée dans la Maison des Mondes du Livre construite à l'occasion de Rabat, capitale mondiale du livre 2026. De l'UNESCO. Ousmane Ba et Alia Alamabangora sont nos envoyés spéciaux. Nous sommes donc ici à Rabat, à l'Académie du Royaume du Maroc, où se retrouvent les beaux esprits du continent africain. Et d'ailleurs, c'est à la faveur du séminaire sur les essentiels de la littérature africaine et diasporique. Dans la salle, des écrivains, des éminents professeurs d'université, des étudiants en master et des doctorants. En visioconférence, d'autres experts qui interviennent depuis leur pays
à travers le continent. Des échanges féconds pour restaurer la profondeur historique des littératures africaines et inscrire les œuvres africaines dans la durée des matrices antiques et diasporiques à travers la construction d'une bibliothèque à Rabat. C'est une façon de mettre ensemble tous les grands auteurs africains et de les organiser dans un contexte qui est purement africain. Dans ce colloque, la richesse du patrimoine littéraire guinéen est mise en évidence. Un rendez-vous où les jeunes talents ont leur mot à dire. Cette bibliothèque que nous construisons ici à Rabat, elle servira comme référence à toute l'Afrique, puisque nous la construisons ensemble. Vous avez vérifié, il y a évidemment, on a parlé de Djibril Kamsirnian, on a parlé d'Amadou Ampateba, on a parlé de Aesop, bien entendu, on a parlé y compris des écrivains qui convoquent la médecine pour faire une alliance avec la littérature. Nous avons salué la présence de la télévision guinéenne parce que la chaire des littératures et des arts africains a commencé son travail en Guinée, à Conakry, à l'occasion des 72 heures du livre en 2022. Il était donc important pour nous d'avoir le soutien, la présence et l'expérience de la Guinée. En tant que jeune auteur et aussi journaliste, j'espère vraiment contribuer à ma façon justement à la mise en place de cette bibliothèque en donnant de vraies informations, de bonnes informations, mais surtout en faisant en sorte que ces auteurs qui ont fait la fierté de la littérature guinéenne puissent vraiment se retrouver au cœur justement de cette bibliothèque, que leurs œuvres soient retrouvées et que des griots comme Balas Faseke, leurs contes, leurs récits puissent être justement dans cette bibliothèque. Donc je suis très ravie et je suis contente de savoir que la Guinée compte, que mon pays compte à des grands rendez-vous culturels. Ce séminaire ouvre la voie à une série de rencontres jusqu'en 2027. Un cycle qui ne se contentera pas d'énumérer les œuvres, mais qui aura aussi pour tâche de recomposer une architecture du savoir africain. Rendez-vous donc en octobre prochain pour l'inauguration de la Maison des Mondes du Livre. Ainsi s'achève ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse, d'opportunités et d'innovation. Bonsoir.